Il n'avait qu'un sac à l'épaule. Pas de valise, pas de souvenirs. Juste ce sac et ce poids dans la poitrine qu'il ne savait plus nommer. Dans les couloirs glacés de l'aéroport, Franck regardait constamment derrière lui, comme si un regard, un murmure, une main pouvait surgir du vide et l'emporter pour de bon. À 31 ans, il fuyait Dubaï comme on fut une guerre invisible. Pas une guerre d'armes, non, une guerre de regard, de silence, de caméra. Il n'avait jamais voulu devenir quelqu'un d'important. Il voulait juste vivre de ses vidéos, capturer la beauté, filmer des gens heureux. Mais à Dubaï, ce qu'il avait capté, c'était autre chose. Des scènes abominables, des rituels que personne n'ose nommer, des jeunes hommes vendus pour des millions, des filles prêtes à tout. Pour un contrat ou une voiture, et lui, toujours derrière la caméra. Jamais acteur, mais jamais innocent. On l'avait très bien payé pour se taire, pour filmer sans trembler, pour ne poser aucune question. Il l'avait fait, longtemps, jusqu'à ce que ce soit à lui qu'on demande de participer. Et là, il avait refusé. C'est ce refus qui avait tout fait basculer. Les contrats avaient disparu, les amis aussi, puis les menaces étaient venues. On l'avait filmé, on le lui avait montré, on lui avait souri. Maintenant, il ne voulait plus qu'une chose, partir, vivre, oublier. Mais pouvait-on vraiment fuir l'enfer, quand c'est vous-même qui avez tenu la caméra? Ce soir-là, Franck monta dans un avion sans retour. Direction l'Afrique. Il laissa derrière lui le luxe, les yachts, les montres, les influenceuses, et, surtout, les images qu'il ne pourra jamais effacer. Car cette histoire ne parle pas de richesse. Elle parle du prix du silence, et de ce qu'il reste d'un homme, quand il a tout vu, et qu'il n'a rien dit. Petite pause de l'histoire. Depuis quel pays regardez-vous cette vidéo? Dites-le nous en commentaire. Et si vous voulez me motiver à partager encore plus d'histoires captivantes, aimez cette vidéo et abonnez-vous. Revenons maintenant à l'histoire. À 28 ans, Franck vivait encore chez sa mère, dans une petite maison en périphérie d'une ville africaine sans éclat. Les journées étaient longues, trop longues. Il passait son temps entre deux mariages à filmer, deux clics d'artistes locaux à monter, et des pannes d'électricité à supporter. La vidéo, c'était sa passion, mais surtout son échappatoire. Quand il regardait dans le viseur de sa caméra, il pouvait oublier, quelques heures, que sa vie ne bougeait pas. Il avait investi dans un Canon d'occasion, de l'emplette bon marché et un micro qui grésillait. Mais il y croyait. Il filmait tout, des baptêmes, des funérailles, des histoires d'amour sous les arbres. Il ne gagnait presque rien, mais chaque fois qu'il appuyait sur Rec, il avait l'impression d'exister. La nuit, il ne dormait presque pas. Il restait connecté sur un Instagram, fasciné par les stories de certains jeunes Africains à Dubaï. Yacht montre en or influenceux qui pleuraient de joie dans des jets privés.
Des vidéos bien cadrées. Des couleurs irréelles. Une vie qui semblait à 1000 années-lumière de la sienne. Il comprit alors que ce n'était pas le talent qui manquait, c'était le lieu. Il fallait aller là où tout se passe, là où tout est filmé. Dubaï. Un soir, il tomba sur une story d'une influenceuse francophone qu'il suivait depuis longtemps. Elle remercia un vidéaste qui l'avait révélé visuellement. Franck cliqua sur le profil. Un certain Mig Visual-bas Dubaï. Il lui écrivit un message simple: Je suis vidéaste, je veux bosser. Même gratuitement. À sa grande surprise, il répondit: 3 échanges. Et une phrase: Si tu peux venir à Dubaï, j'ai du taf discret pour toi. Le cœur de Franck battait à 100 à l'heure. Il n'avait pas de visa, pas d'argent, pas de plan, mais il avait trouvé un point d'entrée. Le lendemain, il vendit son micro, ses baskets, et même la chaîne que son père lui avait offerte. Il acheta un billet à l'Est simple. Il ne savait pas encore que ce voyage allait changer sa vie. Et qu'il le plongerait dans un monde où ce qu'on filme ne se supprime jamais. L'aéroport de Dubaï l'avait ébloui. Marbre, silence, parfum envoûtant. Tout était trop grand, trop propre, trop lisse. Mais dès qu'il sortit, le choc fut brutal. Le soleil cognait fort. Les taxis refusaient de le prendre quand il donnait l'adresse. Une vieille colocation, à Alcoz, partagée par 8 autres jeunes Africains venus, eux aussi. Réussir. Il dormait au sol, entre un frigo vide et un ventilateur cassé. Le matin, il se lavait au robinet d'une buanderie et sortait marcher, caméra à la main. Chaque jour, il repérait les influenceuses qu'il avait vues en ligne. Ils analysaient leur style, leur façon de se montrer. Il leur écrivait des dizaines de messages, des silences, des vues sans réponse, des moqueries parfois. Puis un jour, une seule lui répondit: Tu bosses gratuitement, tu me filmes bien, alors viens. Demain, le francophone, arrogant et magnifique, avec 150 000 abonnés. Il arriva à l'heure, caméra chargée, sueur au front. Elle ne lui adressa presque pas un regard. Mais dès qu'il se mit à filmer, elle changea d'attitude. Il connaissait les angles, la lumière, le rythme. Elle voulait être vue. Ils formaient un duo. Parfait. En 2 jours, sa vidéo fit plus de 100 000 vues. Elle lui proposa un autre tournage. Cette fois, dans une villa, avec d'autres filles et quelques amis puissants. Juste du contenu lifestyle. Rien de bizarre. Mais ce jour-là, Franck sentit que l'ambiance n'était pas la même. Les hommes parlaient peu. Les filles souriaient beaucoup, un peu trop. On lui demanda de ne rien poster, seulement de filmer. Il le fit, sans poser de questions. Et en partant, l'un des hommes, costume crème, lunettes teintées, lui glissa: On aime ta discrétion. On te rappellera. Franck ne comprenait pas encore ce que cela impliquait. Mais il sentit que quelque chose venait de s'ouvrir. Quelque chose de puissant.
et peut-être de dangereux. Un mois après sa première vidéo avec Naya, Franck n'était plus invisible. Son téléphone vibrait sans cesse. Des influenceuses voulaient être filmées comme Naya. Mais très vite, ce ne furent plus seulement des filles qui l'appelaient. Des hommes, discrets, riches, précis, filmaient une soirée privée. Pas de publication. Il livrait la carte SD en main propre. Et toujours en cash. À 29 ans, Franck déménagea. Il quitta la colocation surchauffée pour un studio moderne, vue sur la ville. Il s'acheta une nouvelle caméra, un stabilisateur, des lumières de qualité. Il n'avait pas changé de métier, mais il avait changé de monde. Les soirées devenaient plus intimes, plus contrôlées. On le fouillait à chaque entrée. On lui confisquait son téléphone. On le briefait à l'avance, ne filmant que ce qu'on te dit. Ne parle à personne. N'enregistre rien. Pour toi. Il ne posait pas de questions. En échange, il vivait une vie qu'il n'avait jamais osé rêver. Il dînait dans des restaurants étoilés. Il croisait des célébrités africaines. Il voyageait parfois à Abu Dhabi, à Bali, à Doha, tout frais payé. Mais chaque mission suivait la même logique, filmer, livrer, disparaître. Un jour, un des hommes de la villa de Naya le reprit discrètement dans un coin. Tu as un bon œil. Tu sais filmer l'important, sans tout montrer. Tu nous seras utile. Il lui donna une enveloppe pleine. Aucune parole de plus. Franck savait que quelque chose se jouait au-delà de ce qu'il comprenait. Mais, il se taisait. L'argent effaçait les doutes. Et tant que les vidéos ne montraient pas l'horreur, il s'autorisait à continuer. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la frontière entre filmer et couvrir allait bientôt disparaître. Et Géla, il n'allait plus seulement cadrer les images, mais devenir un maillon du piège. Le décor était somptueux, une villa blanche posée au bord de l'eau, lumière tamisée, musique lente, des visages maquillés jusqu'à la perfection, des rires étouffés, et Franck, caméra à la main, briefé comme toujours, tu filmes, tu te tais. Ce soir-là, quelque chose changea. Il y avait un petit groupe de filles, toutes influenceuses, vêtues comme pour une campagne de luxe. Mais au lieu des poses habituelles, on leur faisait faire des jeux drôles mais humiliants. Ramper au sol, talons cassés, phare qui coule. Un homme riche riait en silence, assis dans un fauteuil. Franck filmait, sans comprendre. Mais il filmait. Plus tard dans la soirée, une des filles s'approcha de lui. Elle tremblait. Elle chuchota, presque dans un souffle. Tu filmes encore. Dis-moi que c'est flouté. Il n'y a pas le temps de répondre. Un garde le rappela. Il lui tendit une petite pochette noire. Et tu nous laisses ta caméra. On te la rend demain. Ce soir-là, Franck rentra à pied. Sans caméra, sans image, mais avec un chèque glissé dans sa poche, bien au-dessus de tout ce qu'il avait touché jusque-là. Il ne dormit pas. Il regarda le plafond, les murs blancs,
son nouveau mobilier. Et il se dit, simplement, c'est bizarre, oui, mais je ne fais rien de mal. Je filme, c'est tout. Les jours suivants, les demandes se multiplièrent. On l'appelait pour des anniversaires privés, des afters sans réseaux sociaux. Toujours les mêmes consignes. Filmer ce qu'on dit. Matériel confisqué. Sortir seul et en silence. Une scène le hanta plusieurs jours. Une influenceuse giflée devant les invités sous prétexte d'un jeu de pouvoir. Tout le monde riait, lui aussi, par réflexe. Et pourtant, quelque chose se fissurait. Un sentiment diffus étouffait, mais pas encore assez fort pour lui faire dire stop. L'argent continuait de tomber, et la caméra, elle, ne juguait jamais. Encore la petite pause de l'histoire, moi mon rêve est d'atteindre les 25 000 abonnés avant octobre et je compte énormément sur vous pour l'atteindre. Pensez-vous que c'est possible? Si oui, aidez-moi à partager cette vidéo, aimez et abonnez-vous. Je veux que cette victoire soit la nôtre et que Afrimisti devienne la chaîne française numéro 1 sur les histoires et je pense qu'avec toi c'est possible. Je crois en toi. Revenons maintenant à l'histoire. Le regard changea, les voix aussi. On ne parlait plus de tournage mais de contenu brut. On ne lui disait plus « fais-moi belle », mais de faire ressortir sa peur. Franck comprit que le cadre changeait, et qu'on lui demandait bien plus qu'un simple regard d'artiste. Un soir, il reçut un message inhabituel. Pas d'adresse, pas de nom, juste « Prépare un objectif 50 mm. Tu dois capturer les émotions, pas les visages. » Il arriva dans une villa totalement isolée, aux portes du désert. Aucun cri, aucune musique, juste une lumière blanche dans une grande pièce. Au centre, une influenceuse qu'il connaissait. Populaire, suivie, aimée. Elle était droguée, agitée, désorientée. Un homme lui tenait la main et lui parlait doucement pendant qu'un autre la filmait déjà. On lui demanda de se placer à l'arrière, de filmer ses gestes, son visage en larmes. Il voulait refuser, mais un homme s'approcha. Tu sais que si tu refuses, on te remplace. Et tu ne seras plus rien. Il obéit. Plus tard, dans la nuit, on le félicita. Tu as filmé la vraie douleur. C'est ça, l'élite. On lui tendit une nouvelle carte. Bancaire, noir au logo doré. Tes paiements sont maintenant automatiques. Bienvenue. Il rentra seul, sans matériel, sans trace. Il avait reçu 10 000 dirhams. Mais il avait aussi perdu le sommeil. Chaque soir, les vidéos repassaient dans sa tête. La fille qui hurlait doucement. Le garçon qui pleurait en riant. L'homme qui caressait l'épaule. Sans parler, on lui disait, ce monde n'est pas pour tout le monde. Mais toi, tu peux en faire partie, tant que tu restes muet. Franck commença à sortir moins, à verrouiller son téléphone, à dormir habillé. Mais à chaque réveil, la même pensée. Et tu n'as rien fait de mal. Tu as juste filmé. Il y avait un bureau cette fois. Un vrai, pas une villa. Un étage haut, dans un gratte-ciel silencieux.
Sol en verre, mur noir. Un seul homme dans la pièce, costume sur mesure, temps calme. Et tu travailles déjà pour nous, Franck. Maintenant, on officialise. On lui présenta un document, une vingtaine de pages, en anglais. Termes vagues. Les discrétions absolues, interdiction de parler à la presse, propriété des images. On ne lui demanda pas de lire, seulement de signer. Il hésita. L'homme glissa une enveloppe épaisse sur la table. C'est une avance. Ton vrai contrat, c'est ton silence. Franck signa. À partir de ce jour, sa vie change abruptement. Il reçut un appartement dans un building privé, avec service de conciergerie. Un scooter électrique dernier cri l'attendait au sous-sol. Son compte bancaire était crédité chaque semaine, sans qu'il n'ait rien à réclamer. Mais le plus étrange, c'était la caméra. Installée dans un coin discret de son salon, soi-disant pour sa sécurité, il n'osa jamais poser de questions. Il s'éloigna naturellement de ses anciens collègues, des Africains comme lui, encore à la recherche d'une opportunité. Il ne répondait plus à leurs messages. Pas par arrogance, par prudence. Il ne publiait plus non plus sur ses réseaux. Ses stories étaient vides. Son compte figé. Il devenait invisible publiquement, mais indispensable dans l'ombre. Un jour, un homme lui dit en riant, « Tu sais, ce qu'on voit le plus à Dubaï sont souvent ceux qu'on finira par sacrifier. Toi, tu n'es pas visible, c'est pour ça que tu vivras. » Franck ne savait plus s'il devait sourire ou trembler. Il se sentait de plus en plus seul, de plus en plus observé, mais il ne manquait de rien. Et dans ce monde-là, le confort tue plus sûrement que la peur. Il s'appelait Kenny, 19 ans, sourire éclatant, corps athlétique, petit influenceur venu du Sénégal. Franck l'avait repéré depuis peu dans les soirées. Toujours bien habillé, toujours humble. Un jour, un homme du réseau lui dit simplement « Ce soir, filme bien Kenny. » C'est sa soirée. Il y avait une ambiance étrange, feutrée, dans la villa. Du désert. Kenny était là, légèrement maquillé, vêtu d'un costume trop grand pour lui. On lui donnait à boire, doucement. Une vieille musique jouait. Puis l'homme entra, un milliardaire discret, toujours entouré d'hommes en noir. Il s'approcha du garçon, le regarda longuement, et sans un mot, l'entraîna dans une pièce. Franck fut invité à suivre. Reste en retrait, filmer seulement ce qu'il accepte. Il n'y eut pas de cris. Pas de lutte, juste une scène froide, étrange, clinique. Franck filma, sans trembler. Il s'était déjà trop habitué. Le lendemain, Kenny apparut dans un clip promotionnel d'une grande marque de luxe. 3 jours plus tard, il posta une vidéo depuis un pentouse au bord de la mer. Une montre or, de prix à son poignet. Un manager derrière lui. Plus de 100 000 abonnés en 48 heures. Franck reçut une nouvelle enveloppe. Puis un message. Merci d'avoir capté son passage. Il est des nôtres maintenant.
Il resta figé longtemps. Pas par horreur, pas par choc, mais parce qu'il comprenait que tout cela fonctionnait comme un rituel, un passage, une transaction. Ils offrent leur corps, ils reçoivent l'image. Et moi, je donne l'image, je reçois l'argent. Il commença à dormir plus difficilement, à boire un peu avant de se coucher, à éviter les miroirs. Mais il continuait, parce que c'était son travail maintenant, et que dans ce monde-là, poser des questions revient à s'éjecter soi-même du plan. Celle-là, tout le monde la connaissait, visage parfait, silhouette sculptée, rire contagieux. Elle avait percé sur TikTok avec ses vidéos motivantes, son look impeccable et ses voyages constants. Elle était suivie par des millions. Respectée, envieux, intouchable. Un jour, un homme du cercle appela Franck. Elle veut un tournage spécial. Elle a accepté les conditions. Il ne posa pas de questions. L'adresse était nouvelle, une villa luxueuse, plantée au cœur d'un domaine privé sans aucun voisin. À l'entrée, on le fouille à longement. Pas de téléphone, pas de micro, juste sa caméra et son silence. Dans le salon, elle était là. Parfait, mais trop calme. Une robe transparente, des chaînes dorées sur les bras. À ses pieds, un animal. Rare, majestueux, inquiétant. Franck sentit son cœur ralentir. Il comprit. Trop tard. Un homme s'approcha de lui et chuchota. Elle sait. Elle a signé. Toi, tu filmes. Il se mit à filmer. Pas de cris, pas de force. Juste une scène froide, chorégraphiée, surréaliste. Elle ne pleurait pas. Elle regardait droit dans l'objectif. Quand tout fut terminé, elle se leva, sourit à Franck, et dit simplement, maintenant, je vais avoir mon Urus. Il rentra en taxi, en silence. Dans l'ascenseur de son immeuble, il s'écroula. Il vomit, longtemps, puis il se lava les mains. Encore et encore. Le lendemain, un coursier déposa une boîte en bois chez lui. Dedans, une montre suisse et une enveloppe. Plus de 30 000 dirhams. Sans mots. Il ne répondit à aucun appel pendant 3 jours. Il ne toucha pas à la montre. Mais il déposa quand même la carte SD dans une boîte et la fit livrer à l'adresse indiquée. Parce qu'il savait que dans ce monde, on pouvait tout faire. Tant qu'un œil était là pour filmer. Encore la petite pause de l'histoire. Depuis quel pays? Regardez-vous cette vidéo? Dites-le nous en commentaire. Et si vous voulez me motiver à partager encore plus d'histoires captivantes, aimez cette vidéo et abonnez-vous. Revenons maintenant à l'histoire. Elle s'appelait Abena, une star sur Instagram, ambassadrice de plusieurs marques de luxe, suivie par plus de 3 millions de personnes. Respectée, crainte. Un jour, elle applaudit Franck personnellement. Je veux que tu filmes un passage. C'est spirituel, pas sexuel. Il accepta. Le tournage se déroula dans un salon privé, à l'écart de la ville. Rideau épais, encens. Lourd, silence pesant. Au centre, un petit autel en verre,
sur lequel trônait un écran affichant un compteur d'abonnés. En temps réel, Abena entra, vêtue d'une longue robe blanche. Elle s'agenouilla et commença à parler face caméra. Chaque mois, j'en donne 10. Ce mois-ci, ce sera 15. Ils ne sauront jamais, mais moi, je sais. Et c'est pour ça que je reste en haut. Frank n'osait pas bouger. Il filmait en silence, sa gorge nouée. Elle versa quelques gouttes d'un liquide sombre sur l'écran. Le compteur descendit, littéralement. 15 comptes supprimés sous ses yeux. Puis elle sourit. C'est comme ça que ça marche. Après la séance, elle lui dit calmement. Tu filmes ce que les autres n'osent même pas croire. C'est pour ça qu'on te respecte. En sortant, un homme l'attendait dans le couloir. Costume noir, mallette à la main. On passe à l'étape suivante. Il ouvrit la mallette. À l'intérieur, un contrat. Intitulé « Engagement absolu. Confidentialité et fidélité. Aucune copie. Aucun exemplaire à garder. Juste un stylo et une signature. » Frank signa. En échange, il reçut une carte bancaire noire avec un accès prioritaire à tout, hôtel, jet privé, compte offshore. Il ne posait plus de questions. Mais son cœur, lui, battait de plus en plus vite. Parce qu'au fond, il savait que plus il s'enfonçait, moins il pourrait sortir. Et qu'à présent, ce n'était plus seulement ce qu'il filmait qui était sale, mais aussi le pacte qu'il venait de signer. La voiture était noire, longue et silencieuse. On ne lui avait pas dit où il allait, seulement de venir habillé sobrement, sans matériel. C'était un dîner, avait-on dit. Un honneur. Il arriva dans une villa perdue dans les dunes, éclairée seulement par des bougies. Suspendu. À l'intérieur, un seul homme. Grand, silencieux, le visage calme, lisse. Il portait un costume d'un autre temps. Et un regard glacial. Frank fut invité à s'asseoir. Pas de serviteur. Pas d'invité. Juste lui et cet homme. Le dîner se passa dans un silence pesant. Pas un mot sur les vidéos. Pas un mot sur les affaires. Puis, à la fin du repas, l'homme fit un signe. Un assistant entra, déposa une boîte noire sur la table. Dedans, une montre suisse, une clé de villa et un contrat plié. Il parla pour la première fois. Tu as filmé les autres. Tu as observé. Tu as tenu bon. Maintenant, il est temps de devenir plus qu'un témoin. Frank ne comprenait pas, jusqu'à ce que l'homme précise. Demain soir, une scène est prévue. Cette fois, c'est toi qui participe, devant la caméra, avec moi. Le temps semble à se figer. Frank sentit ses entrailles se glacer. Il tenta de sourire, de refuser poliment. Je suis juste, derrière la caméra, moi. Pas devant. Le regard de l'homme changea. Plus froid encore, plus perçant. Et tu as déjà dit oui en signant. Tu as déjà profité. Tu es déjà dedans. Un silence interminable suivit. Puis l'homme se leva, récupéra la boîte et quitta la pièce. Sans un mot, sans violence. Mais quelque chose, dans cette pièce,
venait de se briser. Frank fut reconduit sans autre explication. Dans la voiture, il tremblait. Il savait que ce n'était pas une simple invitation qu'il avait refusée. C'était une ligne rouge qu'il venait de franchir. Et dans ce monde-là, refuser, c'est commencer à disparaître. Ce fut brutal. 3 jours après le dîner, tout s'effondra. Son téléphone ne vibrait plus. Les influenceuses ne répondaient plus. Les hommes en costume ne rappelaient pas. Les portes habituelles villa, rooftop, lounge. L'étaient devenue muette. Les gardes le regardaient sans même ouvrir les portails. Il était devenu invisible. Il tenta de joindre un assistant avec qui il travaillait depuis plus d'1 an. Répondeur. Puis plus rien. Son compte bancaire afficha compte indispensable en voulant payer un simple café. Il tenta de réinitialiser son appli, message d'erreur. Le soir, en rentrant chez lui, il sentit que quelque chose clochait. Une odeur, une sensation, dans l'air. Il alluma la lumière. Sur la table, une clé USB. Pas d'enveloppe, pas de mots, juste la clé. Il hésita, puis céda. Il la brancha sur son ordinateur. Un seul fichier, une vidéo. Il se vit lui-même, filmé dans la villa où il avait tourné l'affaire de Kenny. Mais ce n'étaient pas ces images. C'était lui, cadré avec précision, son visage sérieux, sa caméra à l'épaule. On entendait même ses respirations, un autre angle, une autre caméra. Quelqu'un l'avait filmé depuis le début. Il débrancha la clé et s'effondra. Dans le silence, c'était fini. Plus de travail, plus d'argent, plus de statut, et surtout, plus aucune illusion. Il n'était pas un artiste. Il n'était pas un témoin. Il était une pièce, jetable, remplaçable, et maintenant, il était sous surveillance. Il était devenu l'image à capturer. Les jours qui suivirent furent plus sombres que tout ce qu'il avait pu filmer. Le silence d'abord, puis les appels, toujours masqués, pas de voix, juste une respiration, un souffle, une présence. Un matin, en ouvrant la porte de son appartement, il trouva une enveloppe grise posée au sol. Pas de nom, pas de cachet. À l'intérieur, des photos de lui. Dans son lit, sur son balcon, et l'une d'elles, prise la veille, alors qu'il achetait du pain. Aucune inscription, aucune menace écrite. Mais tout était là. Le message était clair, on est là. On te voit. Il pensa à prévenir Naya, la toute première influenceuse qu'il avait filmée. Elle lui avait semblé humaine, différente. Il envoya un message codé. Pas de réponse. Puis son compte disparut, supprimé. Une rumeur circula.